Tranche de couple, les histoires et le monde vitaminé de Guillaume et Max, saison 3. Bonjour, bonsoir, nous sommes Max et Guillaume et nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce 13e épisode de la saison 3 de Tranche de couple, épisode qu'on a choisi d'intituler l'épisode 2.0. Comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à ce podcast pour être notifié des nouveaux épisodes diffusés le lundi tous les 15 jours. On se retrouve entre-temps aussi sur notre page Facebook et notre compte Twitter, toujours Tranche de couple, comme le nom du podcast. Ou par email sur tranchedecouple@gmail.com. Enfin, un mot, un seul, le même, vous le connaissez maintenant, partagez. Sur vos réseaux sociaux, à vos proches, à toutes celles et tous ceux qui sont susceptibles d'être intéressés par le podcast. Cela nous permettra de continuer à accroître la visibilité de Tranche de couple et aussi à garder la motivation pour vous proposer cette petite tranche de nos vies et d'actualité tous les 15 jours. Allez, c'est parti, Max. Décryptage PFUE. Merci Guillaume. Effectivement, aujourd'hui c'est parti pour notre séquence de décryptage de la présidence française de l'Union européenne. Beaucoup d'événements se sont déroulés en parallèle sur tout plein de sujets ces derniers 15 jours. La PFUE est à fond, donc difficile de tout couvrir. Alors cette semaine, je voudrais vous parler souveraineté numérique. On aurait pu appeler cet épisode Touchous si on n'avait pas déjà utilisé ce nom dans le passé. Exactement. Donc, souveraineté numérique de l'Europe, c'était le thème d'une conférence qui s'est tenue le 8 et 9 février dernier, en ligne bien sûr, et c'est aussi une des grandes priorités de la PFUE. Alors l'objectif affiché de la conférence, c'était de dresser un état des lieux et de donner une nouvelle impulsion sur la poursuite de cette construction d'une souveraineté numérique européenne. La conférence était articulée autour de 4 piliers. Premièrement, l'Union européenne doit protéger les citoyens, les services publics et les entreprises européens dans le cyberespace, notamment face à quelque chose qui est assez important et qui peut avoir un impact majeur. C'est ce qu'on appelle les lois extraterritoriales. Donc, c'est les lois d'autres États qui peuvent s'appliquer à l'espace, au cyberespace qui est utilisé en Europe. Même si on n'est pas sur le même territoire, parce que finalement, le cyberespace, c'est pas régi par les frontières terrestres. Et notamment, on pense tout de suite au Patriot Act ou aux lois américaines qui font que si les données que vous mettez sur Amazon ou Facebook, elles sont sur des serveurs qui sont situés aux États-Unis, même si vous êtes un utilisateur en Europe, en fait, l'administration américaine peut réquisitionner ces données sans que vous soyez informé. Voilà, donc c'est ces questions-là qui sont extrêmement importantes. D'où le petit coup de diva de Facebook ces derniers jours, peut-être ? C'est aussi lié à ça, exactement. On rappelle juste pour le contexte que Meta avait annoncé dans une note interne qu'ils étaient prêts à se retirer du marché européen pour Facebook et Instagram à cause des réglementations dans l'Union européenne leur imposant de stocker les données en Europe. Voilà. Alors, deuxième pilier, l'Union européenne peut utiliser ces normes pour établir des règles du jeu qui soient équitables pour les entreprises sur le marché unique européen. Et ça, effectivement, le pouvoir normatif de l'Union européenne, c'est un fort pouvoir. On l'a vu avec le RGPD, sur la protection des données personnelles. Et ça a vraiment été une norme qui a eu un retentissement important et qui fait figure d'exemple. Troisièmement, l'Union européenne doit innover pour être attractive pour les investisseurs étrangers et pour les talents étrangers et garantir les conditions de l'émergence d'entreprises technologiques de rang mondial. Là, on le sait bien, on est un peu en retard, nous l'Europe, quand il s'agit des grosses entreprises. Et donc, il faut que l'Union européenne, elle sache attirer les talents et qu'elle sache aussi soutenir le développement des entreprises européennes. Quatrième pilier, l'Union européenne doit favoriser des standards libres et ouverts, soutenir la création d'infrastructures logicielles et matérielles ouvertes et partagées en tant que biens communs numériques mondiaux et y contribuer d'un point de vue technologique et financier. Voilà, c'est un petit peu lié aux normes, mais c'est vraiment les standards et les standards ouverts qu'on doit promouvoir en tant qu'Union européenne. Alors, a notamment été mis en avant l'initiative Scale Up Europe, qui a été lancée en mars 2021 avec la Commission européenne et qui réunit un groupe de 200 fondateurs de start-up et de scale-up. Donc, c'est
plus grosses que les startups, investisseurs, chercheurs, grands groupes, etc., avec l'objectif ambitieux de créer plus de 10 entreprises technologiques valorisées à plus de 100 milliards d'euros au sein de l'Union européenne avant 2030. Il s'agit désormais d'amplifier cet essor et de positionner l'écosystème de startups européens au premier rang sur la scène internationale en activant l'ensemble des leviers financiers et des politiques publiques, une manière de concurrencer les GAFAM, comme je disais tout à l'heure. Alors toujours dans le domaine du numérique, les discussions entre le Conseil, le Parlement et la Commission ont débuté fin janvier sur 2 projets de règlement européens majeurs qui visent à limiter la domination des grandes plateformes sur le secteur du numérique et à freiner la propagation de contenus et de produits illicites en ligne. C'est ce dont on parlait, les normes. Donc il s'agit du règlement sur les marchés numériques et le règlement sur les services numériques. Le premier vise à encadrer les activités numériques des plus grandes plateformes. Celles-ci sont qualifiées par la Commission de contrôleurs d'accès pour indiquer qu'elles sont devenues des passages obligés afin de bénéficier des avantages d'Internet. Elles sont du coup aussi accusées de rendre les entreprises et les consommateurs particulièrement dépendants de leurs services et d'empêcher la concurrence des autres sociétés. On peut prendre un exemple. Aujourd'hui, quand vous avez un iPhone, vous êtes dans l'environnement d'Apple et donc vous devez utiliser la plateforme de paiement d'Apple, vous devez utiliser le marché, l'App Store d'Apple. Et on retrouve ça, Apple c'est un exemple, et on aime bien plutôt Apple en général, mais voilà, c'est vrai que c'est eux qui définissent la règle. Et c'est des passages obligés. Le second règlement doit moderniser une partie d'une directive des années 2000 sur le commerce électronique qui n'avait pas été changée. Alors vous imaginez bien que depuis les années 2000, le commerce électronique, il a beaucoup évolué. Et donc l'objectif, c'est de s'attaquer aux contenus haineux, pédopornographiques, terroristes, et puis aux produits illicites, du boulot là-dessus. Les contrefaçons, les produits dangereux qui sont proposés en ligne. Ça cherche notamment à harmoniser les législations nationales qui sont déjà en place dans les États membres en la matière. Alors la France, dans le cadre de sa présidence, a affiché l'ambition de conclure les négociations de ces 2 textes sous sa présidence, de manière à permettre une entrée en vigueur dans la foulée. Voilà, c'est un petit paquet souveraineté numérique que je voulais vous partager aujourd'hui. Le 2.0, c'est bien, mais il y a encore un peu de boulot pour que ce soit encore mieux. Exactement, et dans ce cadre, c'est sûr qu'au niveau européen, c'est quand même sans doute le meilleur cadre pour aborder ça, parce qu'au niveau national, si chacun commence à réglementer de manière différenciée, on n'y arrivera pas. Guillaume, deuxième sujet, tu voulais nous parler des JO de Pékin. Ben oui, les Jeux Olympiques de Pékin qui ont commencé la semaine dernière. Le samedi, ils ont été lancés en grande pompe avec une cérémonie d'ouverture le 5 février dernier. Alors, est-ce que ce sont des Jeux 2.0 ? En tout cas, de ville est à ville, ou comme on dit en France, trop c'est trop. Est-ce que c'est la question que les médias et certaines autorités morales et politiques se sont beaucoup posées au cours de ces dernières semaines ? Et moi, il faut dire que Pékin ou Beijing, comme l'indique la traduction officielle, a déjà accueilli les Jeux en grande pompe et avec succès. Il s'agissait cependant des JO d'été en 2008. Symbole à l'époque pour la Chine d'une ouverture sur le monde et du retour en force et en gloire d'un pays sur la scène internationale. Beijing réalise donc la prouesse d'être la première ville à avoir accueilli à la fois les JO d'été et les JO d'hiver. Mais il neige à Pékin ? Ça nous amène au premier constat, ou en tout cas un des plus importants concernant ces Jeux, c'est comment une ville peut réussir cette prouesse et dans quelles conditions, notamment environnementales, d'accueillir à la fois des Jeux d'été et des Jeux d'hiver quand on sait que les programmes sont quand même relativement différents. C'est une des premières inquiétudes soulevées par différents chercheurs et journalistes. Dans un article du Guardian, Carmen de Jong, géographe à l'Université de Strasbourg, indique que dans les montagnes où ont eu lieu les épreuves de biathlon ou encore les épreuves reines du ski alpin sur le site de Yongqing, seuls 2 cm de neige naturelle sont tombés entre janvier et mars 2021. Robert Steiger, professeur à l'université de Zurich, rappelle qu'à l'avenir, il se peut que les JO ne soient attribués qu'à des villes avec un climat très froid comme Pékin, car même sans neige naturelle, d'un point de vue du déroulement des compétitions, il n'y a aucun problème dans ce type de climat. Il a raison, fondamentalement. Les athlètes sont plutôt contents d'ailleurs. Les athlètes sont plutôt contents. C'est très stable, c'est sec, il n'y a pas de neige naturelle, mais en tout cas, voilà, de fait, ça fonctionne. Mais cependant, c'est au détour de ce même article qu'on découvre que les fameuses pistes de ski alpin ont été créées de toutes pièces au cœur de ce qui était, avant l'intervention des autorités chinoises, la réserve naturelle nationale de Songshan. Ah, c'est particulier. Mais oui, et alors même que le dossier de candidature mentionnait que les pistes seraient créées à côté
de la dite réserve naturelle. Les autorités ont donc été 100% honnêtes, y compris dans leur dossier, et ont en conséquence décalé non pas l'emplacement des pistes, mais les limites du parc national et modifié de près de 25%, diminué de près de 25% sa surface. Quand il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, disait l'autre. Ah oui, c'est sympa, mais ils n'ont pas juste décalé. Ils ont décalé les limites de le... la réserve naturelle plutôt D'accord. que de décaler les pistes. Bref, le CIO et le comité d'organisation mettent eux en avant des coûts maîtrisés, aussi pour l'environnement, grâce à la réhabilitation et la réutilisation de 8 sites olympiques de 2008, et notamment le fameux stade Nid d'Oiseau. Des experts en reboisement ont été missionnés spécifiquement pour les sites de montagne, pour la réhabilitation des sites de montagne après les Jeux, et l'eau utilisée pour créer de la neige 100% artificielle ne représenterait, selon les autorités chinoises, que 1% des ressources en eau disponibles dans la région, une région qui est pourtant connue en Chine comme étant l'une des plus sèches du pays et l'une avec les plus forts taux de tension sur l'eau disponible. On notera aussi que certains sites sont, quand on dézoome un peu les photos, situés au milieu par exemple d'une friche industrielle dans les faubourgs de Beijing. Encore un endroit où la neige ne tombe pas en abondance et pourtant c'est là qu'ils ont inséré le site de Halfpipe. Ah oui, c'est vrai que j'ai vu une blague, quelqu'un disait « Ah tiens, le Havre accueille les épreuves olympiques. » Édouard, si tu nous entends. Bref, pas certain que ça fera vraiment taire les critiques au final, et encore moins que ça les convaincra du bien fondé de la démarche globale. En tous les cas, c'est une fois de plus une question de prestige pour la Chine, bien que le pays ait également été, mais de façon plus feutrée, critiqué par rapport aux mesures mises en place pour limiter la propagation du Covid. Il s'est considérablement refermé sur lui-même en fait depuis le début de la pandémie, en plus d'avoir été au centre des débats sur l'origine de la dite pandémie. On a vu notamment le cas d'une sportive belge qui s'est retrouvée positive en arrivant en Chine, bien qu'elle avait été testée 3 fois en Belgique négative. 12 fois, elle a fait 12 tests négatifs. En tout, elle avait fait 12 tests, voilà. Et qui donc a été internée dans un hôtel prévu pour le coup, on lui a dit au bout de 3 tests positifs, vous sortez. Elle a fait vous sortez. Elle a fait ses 3 tests négatifs. Elle est rentrée dans l'ambulance qui devait la ramener au village olympique, qui l'a ramenée dans un autre hôtel où elle a de nouveau été enfermée avant que le CIO intervienne pour qu'elle soit finalement isolée dans sa chambre au village olympique et qu'elle puisse, en tant que non plus contagieuse, mais cas contact, en tout cas il y a un truc bizarre, puisse s'entraîner à l'écart évidemment de tout le monde. Ajoutons à cela les heurts diplomatiques et le boycott lié notamment aux craintes d'un génocide des Ouïghours dans le pays. Donc un certain nombre de pays n'ont pas envoyé de représentants pour la cérémonie d'ouverture. C'est en tout cas un moment compliqué pour la Chine qui ne pourra peut-être même pas compter sur ces Jeux Olympiques pour redorer un blason terni. Au-delà de cette question, une question plus large se pose évidemment, c'est celle du format actuel des Jeux Olympiques, sur lequel on pourrait faire voire plusieurs épisodes entiers. Et puis bon, au moins les Jeux Olympiques d'hiver ont lieu en montagne, c'est cohérent. Personne n'aurait l'idée d'aller faire une Coupe du Monde de football en plein désert. Non, vraiment, personne. Magnifique. Eh ben, merci Guillaume pour ce bol d'air frais. N'est-ce pas, c'est aussi ça le 2.0. Peut-être que dans quelques années, on fera les Jeux Olympiques dans le métavers de Facebook et comme ça, au moins, tout sera numérique. Mais pourquoi pas, je veux dire. On peut imaginer plein de formats avec plutôt que de faire tout le monde au même endroit, on labellise certaines compétitions comme olympiques tous les 4 ans, je ne sais pas. La question est ouverte. Moi, si jamais vous avez des propositions, des suggestions à nous faire, on les fera volontiers passer au CIO. N'hésitez pas sur nos réseaux sociaux à nous mettre vos idées, vos commentaires. Alors Guillaume, aujourd'hui, le point Belgitude, c'est un peu de tristesse sur l'annulation d'un certain nombre de manifestations culturelles à nouveau. Et oui, puisqu'on est en février, la Belgitude de cet épisode, c'est dont je voulais vous parler des carnavals. Les carnavals qui en Belgique tiennent une place toute particulière. Et alors que la Chandeleur vient de passer et que toutes les petites têtes blondes, mais pas que, sont tournées vers Mardi Gras, qui tombe cette année le 1er mars prochain, on s'est dit qu'on voulait donc vous parler de cette tradition des carnavals. Mise à mal ces dernières années par la pandémie qui a conduit à l'annulation de la quasi-totalité d'entre eux, ils sont pourtant des piliers du folklore, en particulier en Wallonie. Patrimoine immatériel de l'UNESCO depuis 2003, ces carnavals mettent en lumière aussi le caractère festif de cette période de l'année juste avant le carême et le mercredi des cendres et rappellent l'importance du folklore populaire. Prolongement de l'ancienne mascarade d'hiver, les carnavals ont en général lieu autour des jours gras et en tout cas quelques jours avant le début du carême ou jusqu'à Pâques.
dont la date donne chaque année le ton de là où les dates des jours de ces manifestations, même si certains, comme à Morlanoué ou à Haine-Saint-Pierre, ont lieu de toute façon un dimanche, une façon de s'assurer la présence du public et des costumés aussi. La RTBF a listé les carnavals les plus atypiques de Belgique. Le carnaval de Binche, le très fameux carnaval de Binche, où les Pierrots et les Gilles, on pourrait vous parler des Gilles de Binche aussi dans un autre épisode, distribuent des oranges aux spectateurs, et Lysine et ses princes coiffés et plumés. Le carnaval d'Eupen, le plus germanique de tous les carnavals, puisqu'il est situé en communauté germanophone, où le jeudi est réservé aux femmes et où le lundi de carnaval s'appelle le lundi des roses, très joliment. Ou encore le très mignon et poilu carnaval des ours d'Andenne, où le costume le plus répandu est évidemment le costume d'ours. Alors évidemment, ces carnavals ont aussi leur lot de controverses, notamment sur la représentation très caricaturale de certains personnages, notamment des juifs, ou la présence de Zwarte Piet, Pierre le Noir, personnage typiquement belge, souvent une personne blanche grimée en noir, qui est l'équivalent du père Fouettard en France. Il y a encore des progrès à faire pour rendre ces manifestations complètement inclusives et représentatives de la société, mais pour autant, on peut tout à fait imaginer aller vers un carnaval 2.0 où chacun se sentirait accueilli et on pourrait quand même se moquer un peu les uns des autres sans forcément cibler trop fortement certaines communautés. Merci beaucoup Guillaume, et on passe tout de suite à notre rubrique Vie de couple. Ben oui, vie de couple. Alors Max, toi tu es plutôt à agir comme en toute indépendance ou est-ce que tu as besoin de l'approbation des autres ? Qu'est-ce que tu en penses de cette question ? Dans le couple ? En règle générale, est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui cherche l'approbation, qui cherche du soutien, peut-être une forme de soutien, ou qui est dans l'action immédiate sans forcément faire gaffe ? C'est une question que je me suis posée en fait pour tout vous dire, parce que je me suis rendu compte que Max et moi, on avait deux façons de gérer les choses, souvent, pas toujours, mais souvent un peu différentes. Moi, j'ai plutôt tendance à avoir fait mon petit bout de chemin dans la vie sans forcément chercher l'approbation des autres en me disant que si on perd l'une ou l'autre personne sur le chemin, sauf des personnes très très proches, moi c'est pas forcément très grave, je veux dire, notamment dans notre vie, je dis ça rayonne particulièrement sur notre vie en tant qu'homo, soyons honnêtes. Et Max, toi tu as une vision un petit peu différente des choses. Non, c'est vrai. Je pense que mon inclination naturelle est plutôt quand même d'essayer d'être dans le... dans le fait d'essayer de garder, d'essayer de préserver le lien, d'essayer de... Et effectivement, c'est vrai que parfois, je me rends compte que parfois, je suis trop attentif ou je cherche trop à savoir si... ce que pensent les autres... le regard de l'autre et parfois j'y suis peut-être un peu trop attaché, ou en tout cas je le prends trop en considération, là où c'est vrai que on est adulte, on fait nos choix. Sur la question de l'homosexualité, c'est pas un choix, donc c'est pas la question, mais c'est vrai que je pense que dans le passé j'ai pu parfois être un peu peut-être souffrir du fait que des gens autour de moi ne soient pas forcément en phase avec des choix que j'ai faits ou que j'envisage de faire. Et c'est vrai que c'est juste, il faut accepter que... Et ça, je m'en rends compte peut-être de plus en plus, qu'à un moment donné, à 35 ans, on est capable de faire ses choix. Et après, on peut aussi... chacun est capable de respecter le fait que peut-être on n'a pas la même vision sur les choses, mais ça n'empêche pas qu'on continue à avancer et qu'on n'est pas forcément non plus obligé de claquer la porte et de plus se voir. Et voilà, on a des différences de point de vue sur un certain nombre de choses, mais aussi parce qu'on vient de perspectives différentes, qu'on a des vécus différents, qu'on a des envies ou des façons de penser différentes, parce qu'on a vécu plein de choses différentes. Voilà, c'est un peu philosophique. C'est très philosophique, mais on vous le dit, parfois on pense que c'est important de rentrer dans des sujets qui nous différencient aussi. Arrête de grincer, Max. C'est pas 2.0, ça, pas du tout. Mais voilà, on essaie de rentrer dans des sujets qui en même temps montrent nos différences de personnalité et des endroits où on peut se retrouver. C'est vrai que ça nous aide beaucoup. Le couple, c'est aussi, on l'a déjà dit, je ne sais pas combien de fois dans ce podcast, mais c'est aussi être obligé de parfois faire des concessions, souvent faire des concessions, en tout cas accepter
une idée qui n'est pas forcément la sienne, et puis une façon de faire qui n'est pas forcément la sienne non plus. Et je pense qu'en tout cas, en la matière, c'est important que ce soit le plus grand dénominateur commun qui l'emporte. Et en l'occurrence, je pense que c'est celui de, même si c'est pas ma façon de faire toujours, d'intégrer en tout cas pour certaines choses les autres dans des processus. Ouais, non, mais c'est effectivement, et si vous vous posez la question, parce qu'au début, c'est vrai que de prime abord, est-ce qu'on est plutôt indépendant ou est-ce qu'on est plutôt, perméable à la pensée des autres, bah dites-vous, voilà, si vous allez prendre une décision dans votre vie, est-ce que vous réfléchissez à quelle va être la réaction possible de gens autour de vous sur cette décision ou pas? Ou est-ce que, en fait, vous considérez que vous prenez vos décisions et puis vous vivez vos décisions? Je pense que, on en discutait l'autre jour avec Guillaume, il y a un moment donné où il faut aussi... voilà, c'est quand on est au début de sa vie, on a souvent tendance à... Enfin, voilà, clairement, on n'est pas complètement autonome sur tout et tout ça. Et je pense qu'à un moment donné, on devient plus autonome. Et donc, on choisit, par exemple, si on prend un exemple, il y a un certain nombre de personnes qui ne comprennent pas, par exemple, qu'on ait envie d'acheter une voiture électrique pour notre prochain véhicule. Pour autant... Voilà, pour le coup, je ne conteste pas. Comme ça, c'est plus simple. Pour autant, voilà, nous, on a fait notre choix, on a fait notre évaluation. On considère qu'aujourd'hui, c'est ça que sera notre prochain véhicule. Donc voilà, c'est un exemple pour essayer d'illustrer ce genre de choses. Il n'y a pas d'urgence, on ne sait toujours pas quand est-ce il va sortir. Voilà, si vous avez écouté d'autres épisodes, vous savez que c'est un sujet qui le serpent de mer est un peu un never-ending story. Bon, alors on peut pas faire un épisode qui va être diffusé qui va être diffusé juste avant la Saint-Valentin, le 13 février. Ne pas parler effectivement Saint-Valentin et on vous en a déjà parlé, mais voilà, on serait intéressé, puisqu'on a vu que vous aviez réagi à notre précédent sondage, peut-être de faire un sondage pour savoir, vous, la Saint-Valentin, est-ce que c'est quelque chose que vous fêtez pas? Est-ce que vous le faites un peu tranquillou bilou, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous marquez voilà, avec un bouquet de fleurs, avec un repas au restaurant? Est-ce que vous sortez ou est-ce que... Voilà. Donc, en vous posant la question, de notre côté, la semaine prochaine, c'est les vacances. Alors, je pense pas qu'il y aura vraiment quelque chose de spécial particulier. Nous, on s'aime tous les jours et on se fait des petits mots doux tous les jours. Si vous nous avez écouté, vous savez que les attentions, c'est toute l'année chez nous. Et voilà. Après, ça n'empêche pas d'apprécier, de vouloir faire un truc en particulier pour un Saint-Valentin, mais c'est vrai qu'on a plutôt dans nos têtes, on considère plutôt que ça peut être une petite attention parmi d'autres, et qu'elles sont toutes également d'égale importance, n'est-ce pas? En tout cas, on vous mettra sur nos réseaux sociaux ce petit sondage sur est-ce que vous faites quelque chose à la Saint-Valentin, et puis vous pourrez développer qu'est-ce que vous faites. Ça nous intéressera beaucoup de savoir où vous en êtes, comme notre dernier sujet sur les finances. Voilà, c'est des choses qui touchent finalement tous les couples. Et si vous êtes célibataire, est-ce que vous faites un truc aussi pour la Saint-Valentin? Parce qu'il y a aussi des célibataires qui font pour la Saint-Valentin, qui se retrouvent entre potes, souvent entre célibataires, contre-soirée, et qui profitent aussi. Moi je dis, il n'y a pas de mauvaise excuse pour faire une soirée entre potes de toute façon et pour retrouver du monde. Voilà, donc si vous faites ça, vous pouvez aussi nous le dire. Vous pouvez aussi, on mettra aussi cette option-là dans le sondage. La contre-soirée. La contre-soirée. Tout à fait. Bon. On va passer à notre dernière rubrique qui, elle aussi, est un peu 2.0, puisque on va vous parler, roulement de tambour, voiture électrique. Tada, vous l'attendiez pas celle-là. Hein. Max, tu vas nous parler des chargeurs. Oui, alors en fait, on voulait dans cette rubrique voiture électrique, cette rubrique un petit peu fourre-tout qu'on aime bien avoir à la fin de notre podcast, aujourd'hui vous parler d'une nouveauté qui devrait vous intéresser si vous avez une voiture électrique, et peut-être si vous réfléchissez à acquérir une voiture électrique. Alors, on a effectivement parlé à plusieurs reprises de l'importance de la recharge. Et vous savez que si vous faites des longs trajets, par exemple pour partir en vacances, c'est quand même super important de pouvoir recharger assez rapidement la batterie de votre voiture. Vous n'avez pas envie de rester coincé pendant 3 heures à recharger la batterie de votre voiture. Et
en fait, c'est ce que permettent des réseaux de recharge rapide ou superchargeurs qui sont déployés notamment sur les aires d'autoroute. Alors en Europe, vous avez sans doute entendu parler du réseau Ionity ou celui de Tesla, et les pétroliers ont eux aussi chacun des bornes de recharge rapide pour voitures électriques. Ils sont aussi en train de faire la transition comme on voit le nombre de voitures électriques exploser, c'est important. Alors, depuis 2 ans, on constate en effet un accroissement très rapide du nombre de voitures électriques. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Et l'enjeu est naturellement de savoir si les infrastructures de recharge vont suivre. Et là, le défi, c'est que les investissements ces dernières années ont été limités, sans doute parce que jusqu'ici, ça suffisait, et puis aussi parce que ça coûte pas mal d'argent. Et du coup, les entreprises qui ont ces réseaux considéraient qu'il valait peut-être mieux développer un nombre plus important de stations de recharge, mais avec moins de points de recharge individuels dans chaque station. Alors le gros défi, c'est également que l'ensemble des véhicules électriques se partagent ce même réseau limité. Alors c'est vrai pour tout le monde, sauf si on possède un véhicule de la marque Tesla, parce que la marque américaine a développé très tôt son propre réseau de points de recharge, ouvert uniquement aux véhicules de cette marque. Ce réseau est aujourd'hui le plus développé dans le monde, et surtout, Tesla a fait le choix d'emblée de mettre un nombre élevé de bornes dans chaque station, au moins 6 bornes, 8, 12. Il y a des bornes, il y a des stations qui ont encore gigantesques plus avec une vingtaine ou une trentaine de bornes dans certains endroits aux États-Unis. Ce qui fait que les possesseurs de Tesla n'attendent vraiment que très rarement pour se recharger. Et en plus, ce réseau offre les meilleures puissances de recharge du marché. Alors, ce qui change en 2022, c'est que Tesla a annoncé l'ouverture aux voitures non Tesla de certaines des stations de recharge Tesla. Cette décision a été fraîchement reçue par les possesseurs de Tesla, vous l'imaginez, qui considéraient à juste titre que le réseau de recharge Tesla était un avantage comparatif très important dans le choix de leur véhicule. Et donc, en gros, ils se disaient que c'était peut-être ce qui faisait basculer vers le choix d'un véhicule Tesla, qui sont un petit peu plus chers en général que les autres véhicules. Alors pour autant, l'accroissement du nombre d'utilisateurs non Tesla de ces stations de recharge va constituer une forte source de financement pour Tesla, et donc ça va lui permettre en fait d'accroître le nombre de stations. L'entreprise a annoncé qu'elle entendait tripler le nombre de stations dans les 2 prochaines années, donc elle a besoin aussi d'argent frais pour le faire. En fait, pour les utilisateurs de voitures qui ne sont pas des Tesla, eh bien, vous avez 2 choix. Soit vous payez un abonnement, et auquel cas, vous aurez le même tarif que les possesseurs de Tesla. Soit vous allez payer un tarif au kilowattheure qui sera un peu plus élevé que les possesseurs de Tesla. Mais en fait, c'est la même logique qui prévaut déjà pour le réseau Ionity, parce que vous le savez, je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais le réseau Ionity a été construit par un certain nombre de constructeurs automobiles, Volkswagen, Audi... Deutsche Qualität. Ouais, pas mal. Pas mal de constructeurs allemands, effectivement. Alors concrètement, sur les quelques 100 superchargeurs de l'Hexagone, ce sont pas moins de 16 sites qui sont dès aujourd'hui accessibles à tous. Bien entendu, le constructeur a choisi des sites qui possèdent beaucoup de bornes et ayant un taux d'utilisation relativement faible, de manière à ne pas provoquer de saturation et par conséquent de frustration pour les propriétaires de Tesla. Il vous suffira de télécharger l'application Tesla et de créer un compte pour vous brancher. Une vraie évolution positive donc. On vous mettra un lien sur nos réseaux vers un article très bien fait qui vous explique les modalités et les sites que ça concerne. Et notamment, les gens du Benelux seront extrêmement contents parce que, en fait, ça concerne notamment le trajet Luxembourg, Lyon, Marseille et le Sud. Et ben voilà, c'est la fin de ce 13e épisode, n'est-ce pas, 2.0. Hein. Alors, Max ? Si ce podcast vous plaît, faites-le découvrir autour de vous, partagez-le et n'hésitez pas à mettre une note sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast, que ce soit Apple Podcasts, Spotify, mais aussi un like sur YouTube ou un pouce bleu sur Facebook. Vous pouvez aussi tout faire en même temps, hein. On ne vous en voudra pas si vous faites tout. Hein. Genre, même si vous n'écoutez pas, c'est pas grave. Non mais écoutez quand même. Il y a Max qui est en train de me regarder du genre, il a du nannerie. Bref, pardon. Ce podcast est diffusé comme d'habitude le lundi tous les 15 jours, le dimanche soir pour les plus au taquet si vous souhaitez. Alors d'ici au prochain épisode, portez-vous bien,
Continuez à sortir masqué, on y arrive bientôt à la fin. Gros bisous. Et à très vite pour de nouvelles tranches vitaminées.